Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Mesdames, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce mercredi 26 avril. Le gouvernement a clôturé le séminaire de renforcement de capacité. Après 2 jours de travaux, les membres de l'exécutif s'inscrivent dans une dynamique de gestion axée sur le résultat. À la une également, une nouvelle découverte macabre au Nord Kivu. Au moins 60 morts, 60 corps ont été découverts dans le Rutshuru. Les rebelles du M23 sont pointés du doigt dans ces nouvelles exactions. Et puis, à l'international, le FMI approuve un décaissement de 153 millions de dollars américains en faveur de la Tanzanie. Bonsoir à tous. Au moins 60 corps sans vie ont été découverts dans plusieurs villages de la chefferie de Bwito, dans le territoire de Rutshuru. Nous sommes au Nord Kivu. Selon le fonctionnaire délégué adjoint du gouverneur de cette chefferie, Isaac Kibira, les victimes ont été tuées entre le 20 et le 25 avril dernier par les rebelles du M23 en provenance de Mabenga, à plus ou moins 100 km de Goma, sur la route nationale numéro 2. Il indique que de nombreux civils ont été aussi enlevés lorsqu'ils se rendaient dans leur champ. Je l'ai annoncé en titre, le gouvernement a clôturé le séminaire de renforcement de capacité. À l'issue de 2 jours de travaux, les membres de l'exécutif ont procédé à la signature de l'acte d'engagement et du respect du code d'éthique et de bonne conduite des agents publics de l'État. Le séminaire avait pour objectif aussi de consolider la cohésion au sein du gouvernement afin de renforcer son action et de l'inscrire sur une dynamique de changement. C'est le président de la République lui-même, le chef de l'exécutif donc, qui a clôturé ces assises. Suivez. Pendant 2 jours, les membres du gouvernement Samalou Kondé ont participé à un séminaire de renforcement de capacité. Un séminaire placé sous le thème « Construire une cohésion efficace et créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion publique axée sur les résultats du programme gouvernemental ». Au terme de cette activité qui a été déclarée close par le président de la République, tous les vice-premiers ministres et ministres d'État ont procédé mercredi à la signature de l'acte d'engagement et du respect de code d'éthique et de bonne conduite des agents publics de l'État. Le séminaire a été ponctué de plusieurs exposés enrichissants, occasion de partager les informations et d'échanger les expériences des uns et des autres afin de consolider la cohésion au sein du gouvernement et d'assurer l'exécution harmonieuse du programme gouvernemental de cette équipe appelée à apporter des réponses concrètes aux besoins de la population dans un contexte préélectoral. Ces assises se sont inscrites dans le cadre du renforcement de capacité du membre de gouvernement à travers les informations et les échanges fructueux eu égard aux expériences des uns et des autres. L'objectif poursuivi était la consolidation de la cohésion au sein de l'exécutif national afin d'assurer l'exécution harmonieuse du programme du gouvernement. La CENI annonce la fermeture définitive des centres d'inscription des électeurs dans les 7 provinces de l'ère opérationnelle 3, qui marque ainsi la clôture définitive des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs sur toute l'étendue du territoire national ainsi que dans les 5 pays pilotes. Patience Lokeke et Enoch Issei. Dans un communiqué publié par la Commission électorale nationale indépendante, cette institution électorale a annoncé la fin de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les aires opérationnelles 3. Une clôture qui met fin également à l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs sur toute l'étendue du territoire national, ainsi que les 5 pays pilotes dont les USA, Canada, France, Belgique et l'Afrique du Sud. La CENI a dans le même communiqué exprimé sa reconnaissance au gouvernement congolais, aux partenaires tant nationaux qu'internationaux pour leur accompagnement durant le processus d'enrôlement et d'inscription des électeurs. S'agissant des territoires des Kwamouth dans la province de Maïndombe et Rutshuru dans la province du Nord Kivu, ainsi qu'une partie de la commune de Maluku dans la ville de Kinshasa, où l'organisation des opérations et d'identification des électeurs est tributaire à l'amélioration des conditions sécuritaires. Il a par ailleurs déploré les incidents malheureux décriés pendant les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans quelques centres d'inscription des électeurs. La Commission électorale nationale indépendante a remercié la population pour sa participation massive à ces opérations d'identification lancées le 24 décembre 2022.
Le nouveau commissaire divisionnaire principal de la police, Benjamin Alongobani, était reçu en audience par le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, accompagné deux de ses collaborateurs. Les questions liées à la sécurité et le rôle principal de la police étaient au centre de leurs échanges. Propos recueillis par Patience Lokeke. Je disais, nous avons été bénéficiaires dans les récentes ordonnances nous portant en grade et en fonction à la tête de la police. Et il va de soi que la police étant l'auxiliaire de la justice, nous présentons nos civilités au président de la Cour constitutionnelle, puis nous faire voir que voilà, nous appartenons désormais à la famille de ceux qui peuvent décider du sort de ces pays. Durant notre entretien, de la part du président de la Cour constitutionnelle, nous avons eu des recommandations conformément à la Constitution, parce que nous avons des attributions constitutionnelles. Et Monsieur le Président nous l'a rappelé, que nous avons pour mission de protéger les personnes et leurs biens. Nous sommes auxiliaires de la justice. Si la police ne marche pas, enfin si la justice ne marche pas, c'est que quelque part la police n'a pas marché. C'est parce que l'état de droit n'est pas seulement l'apanage du magistrat, mais aussi l'apanage de la police qui est auxiliaire de la justice. Donc nous devons travailler en synergie avec la justice pour qu'effectivement l'état de droit soit assis dans notre pays. Nous sommes résolument déterminés à faire de ce pays un état de droit par tous les moyens légaux que la Constitution nous reconnaisse. Et les Congolais peuvent compter sur nous, que nous allons faire de notre mieux pour que les choses aillent selon la vision chef de l'État. Récemment nommé par ordonnance présidentielle, Aziwel Godé, bourgmestre de la commune de Kisenso, est suspendu par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentil Ngobila, sur recommandation du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi. Il lui est reproché de faire la promotion de la violence et selon la lettre ordonnance de suspension, le bourgmestre incitait la population de son entité municipale à se munir de machettes pour se défendre, chose qui a entraîné des affrontements entre des inciviques Koulouna et une montée inquiétante de l'insécurité. Et parlant justement de la suspension, nous venons de l'apprendre en même temps que vous. Le ministre des Sports, François-Claude Kaboulo-Moana Kaboulo, a suspendu l'administrateur gestionnaire du stade des Martyrs. Il est reproché à Papingoï, notamment la non-observance des instructions du ministre liées notamment à la protection du stade. L'administrateur suspendu et devra présenter ses moyens de défense prochainement. Après plus de 15 mois de discussion, le gouvernement congolais reconnaît l'existence d'un accord trouvé entre la GECAMIN et ses partenaires chinois du groupe KMOK dans le méga-projet Tenke-Fungurume Mining. Dans un courrier adressé au président Félix Tshisekedi il y a quelques mois, les compagnies minières chinoises opérant en RDC réunies au sein de l'Union des sociétés minières à capitaux chinois dont la SICOMIN et le TFM avaient sollicité un règlement à l'amiable de leur contentieux minier avec la GECAMIN sur certaines taxes. Les détails avec Dieudonné Bonali. Adressé au président congolais Félix Tshisekedi il y a belle lurette, les compagnies minières chinoises opérant en République démocratique du Congo, réunies au sein de l'Union des sociétés minières à capitaux chinois en RDC, dont SICOMIN et TFM, avaient sollicité un règlement à l'amiable de leur contentieux minier avec la Générale des carrières et des mines, GECAMIN, sur les royalties. Après plus de 15 mois de discussion, le gouvernement congolais reconnaît l'existence d'un accord trouvé entre la GECAMIN et ses partenaires chinois du groupe KMOK dans les méga-projets TFM. En effet, la GECAMIN réclamait 7,6 milliards de dollars américains de royalties au géant groupe minier chinois pour les comptes du trésor public. Interrogé par la presse lors du dernier briefing gouvernemental, le ministre des Finances Nicolas Kazadi s'est abstenu de tout commentaire sur la nature de ces compromis dont le contenu n'a pas encore été divulgué par les deux parties. Un accord a été trouvé. J'ai quelques éléments de cet accord, mais je préfère que les entités elles-mêmes communiquent officiellement de cet accord et ça sera fait certainement dans les prochains jours. Il s'est dénoté que cet accord met en principe fin à une dispute qui aura duré plus d'une année et qui avait sérieusement détérioré les relations entre les deux partenaires, les menant jusqu'au bord de la rupture.
après que la GECAMIN soit parvenue à faire placer TFM sous contrôle administratif judiciaire. Cet accord devrait également permettre la libération de plus de 12 500 tonnes de cobalt et 120 000 tonnes de cuivre de TFM d'une valeur de 1,5 milliard de dollars américains qui étaient bloqués par les autorités congolaises. Une remise sur les marchés qui est redoutée pour l'impact qu'elle pourrait avoir sur les marchés internationaux du cobalt. TFM représentant près de 15% de la production mondiale du cobalt. Une panne à la centrale hydroélectrique de Inga est à la base de la baisse de la production énergétique à Kinshasa. Et c'est le comité de gestion et le directeur général intérimaire de la Société nationale d'électricité qui ont fait cette annonce. Ils ont fait le constat de cette défaillance technique lors d'une descente sur le site de Inga. Enokisei. À la suite de ces pannes, la ville de Kinshasa et le reste du pays connaissent des coupures intempestives du courant électrique et des délestages sévères. Selon le directeur général ad intérim de la SNEL, Edi Lomba, les travaux de maintenance et la rareté des pièces de réchange justifient certains arrêts des services à Inga. Nous cherchons d'abord à récupérer encore la puissance sur l'énergie disponible que nous avons notamment ici à Inga. Il y a des travaux sensibles qui devraient se faire dans la journée. Il était impérieux de pouvoir approcher nos équipes. Nous sommes satisfaits par une dynamique des Congolais qui sont ici et qui font un travail très impressionnant. Des problèmes sont inquiétants pour la SNEL, mais pas insurmontables, assure le DGA de la SNEL. Le message est d'espoir parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de faire le nécessaire pour répondre à leurs besoins. Il est vrai que la demande en termes d'électricité surpasse largement notre offre, mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir par quels moyens nous pouvons améliorer nos conditions de travail, a dit Edi Lomba. Ces derniers étaient à la tête d'une forte délégation constituée du comité de gestion de la SNEL, de certains responsables politiques dont le président de l'Assemblée provinciale du Congo central ainsi que de la presse. Les prix du ciment gris connaissent une hausse vertigineuse dans la province du Kasaï central. Le coût d'achat d'un sac passe de 60 000 francs à 110 000 francs congolais. La cause de cette hausse vertigineuse est d'abord la dépréciation de la monnaie nationale, mais également la détérioration des voies d'acheminement de ce produit. Des détails avec Fiston Oleko. Selon les sources locales, cette augmentation vertigineuse des prix du ciment gris est non sans conséquence car plusieurs chantiers sont actuellement fermés. Un sac de ciment gris de 50 kg est passé de 60 000 francs congolais, soit près de 29 $ américains, à 110 000 francs congolais, soit près de 54 $ dans la ville de Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Une situation que les opérateurs économiques de cette partie du pays attribuent à la dépréciation de la monnaie nationale, le franc congolais face à la devise américaine. Si la dépréciation de la monnaie nationale est évoquée comme l'une des causes de cette situation, la dégradation de la voie de l'acheminement du ciment en provenance de l'Angola, comprise entre Kananga et Kalambambouji, serait aussi pour beaucoup. Pour le patronat, les difficultés de fonctionnement de la Société nationale des chemins de fer du Congo, SNCC en sigle, sur les axes ferroviaires Ilebo-Kananga et Lubumbashi-Kananga est aussi à la base du problème. En sport, la Fédération congolaise de football, l'association, a introduit une réserve à la CAF contre la Fédération mauritanienne de football pour avoir fait jouer 3 joueurs inéligibles lors de la rencontre en Mauritanie contre les Léopards de la RDC, comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Blaise Kouzola. Le match Mauritanie-République démocratique du Congo, joué le 28 mars 2023 dernier à Nouakchott, ne cesse de causer du remous dans les camps congolais. Si hier, l'arbitre central, le Tunisien Sadok Selmi, était seul sur le banc des accusés pour ses fautes graves, cette fois-ci, c'est la Fédération mauritanienne qui est plus visée. Une source proche de la Fédération congolaise de football association renseigne que cette dernière attaque la Mauritanie à la CAF, car lors du match Mauritanie-République démocratique du Congo, 3 joueurs qui ont pris part à ces matchs n'étaient pas éligibles. C'est notamment un Sénégalais ayant même disputé la dernière édition du CHAN en Algérie et 2 Guinéens ayant joué avec les sélections d'âge en France. Une procédure non respectée pour leur éligibilité selon la FECOFA. Une bataille administrative qui pourrait faire gagner les Léopards sur tapis vert si jamais la FECOFA parvenait à remporter cela. Rappelons tout de même que ces 2 équipes s'étaient séparées sur un nul d'1 but partout. L'actualité, c'est également en dehors des frontières congolaises.
Le Fonds monétaire international a annoncé dans un communiqué que son conseil d'administration a approuvé le décaissement immédiat d'une nouvelle tranche de près de 150 millions de dollars américains en faveur de la Tanzanie, tout en soulignant que des bons progrès dans la mise en œuvre des réformes structurelles dans ces pays sont en train d'être faits. Edouard Funda. L'institution a fait état de bons progrès dans la mise en œuvre des réformes économiques tout en recommandant à la Banque centrale de se tenir prête à resserrer sa politique monétaire et à permettre une plus grande flexibilité du taux d'échange pour faire face aux chocs externes. Le décaissement de ce nouveau financement se situe dans le cadre de l'accord des facilités élargies des crédits conclus entre Dodoma et le Fonds en juillet 2022. Il portera les décaissements cumulatifs au titre de ce programme de financement d'un montant global de 1,46 milliard de dollars à environ 304,7 millions de dollars. Le Fonds monétaire international a précisé dans son communiqué que des progrès remarquables ont été réalisés dans la mise en œuvre des réformes accompagnant le programme de financement malgré un contexte économique mondial difficile. L'institution a également estimé que les efforts visant à renforcer la mobilisation des recettes publiques et améliorer l'efficacité des dépenses contribueront à créer la marge de manœuvre budgétaire nécessaire pour financer les investissements prioritaires et des dépenses sociales, tout en préservant la viabilité de la dette. Elle a par ailleurs recommandé à la Banque centrale de se tenir prête à resserrer sa politique monétaire en cas de nécessité et à permettre une plus grande flexibilité du taux d'échange pour faire face aux chocs externes. Confronté à une dépréciation sans précédent de sa monnaie locale, le gouvernement zimbabwéen va introduire une monnaie numérique adossée à l'or destinée à stabiliser sa monnaie, une alternative refuge face à l'effondrement du dollar zimbabwéen. Encore une fois, Edouard Funda. Pour stabiliser la monnaie locale de sa dépréciation continue par rapport au dollar américain, le Zimbabwe prévoit introduire très prochainement une monnaie numérique adossée sur l'or. C'est ce qu'a annoncé récemment le gouverneur de la Banque centrale John Mangodia. Cette devise pourra être échangée légalement contre des dollars zimbabwéens pour se protéger contre la volatilité des taux d'échange. À en croire le patron de l'Institut d'émission zimbabwéen, l'introduction des pièces d'or va inciter les habitants à se détourner du dollar américain, devenu une valeur refuge face à l'effondrement du dollar zimbabwéen. Rappelons que les pièces d'or Mosi Watunya avaient été créées en 2022, pouvant être utilisées comme une monnaie d'échange. Pour les médias locaux, bien que la spirale inflationniste soit désormais mondiale, la situation du Zimbabwe était déjà sur la mauvaise pente avant la pandémie et le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ici, la hausse des prix n'a rien de nouveau, ni rien de comparable à ce qui se passe ailleurs. Place à présent à la revue de presse. Bonsoir à tous. Ouvrons cette revue avec EcoNews qui met en manchette cette information sur la fin des opérations d'enrôlement des électeurs. Le confrère titre « Cap sur les scrutins du 20 décembre 2023 ». La CENI revendique plus de 45 millions d'enrôlés, mais le journal allègue que ce cap est un motif de satisfaction pour Denis Kadima. Mais dans les faits, à la Commission africaine pour la supervision des élections, on craint le pire, estimant que le cycle électoral piloté par Denis Kadima Kazadi est le plus dangereux des trois première expérience de 2006, 2011 et 2018. Au tri hebdomadaire de poursuivre, pour la Commission africaine pour la supervision des élections, seul le président Tshisekedi peut sauver le chaos électoral et épargner le pays d'un désordre généralisé. Africa News, quant à lui, aborde un tout autre sujet. Sur un ton moqueur, le journal écrit « Les membres de l'exécutif enfermés dans un séminaire à Kinshasa, le gouvernement se cherche une nouvelle cohésion ». Le tabloïd ajoute que le séminaire lancé par le Premier ministre est axé sur construire une cohésion efficace et créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion publique axée sur les résultats du programme gouvernemental. Sur ces mêmes sujets, le tri-hebdomadaire Géopolis Hebdo titre en manchette « Gouvernement Sama 2 à l'école de la performance ». Selon le journal, le séminaire du gouvernement sera un moment d'échange d'expériences afin d'assurer l'exécution harmonieuse du programme d'une équipe appelée à apporter des réponses
réponses concrètes aux besoins de la population. Forum des As disserte sur la mort du cadre du parti en vol dans le Kasaï central. Le quotidien titre « À travers l'assassinat du président fédéral de son parti à Luisa, Délice Esanga visé par le régime Tshisekedi ». Le journal croit savoir que dans l'entourage de Délice Esanga, on croit dur comme fer que cet acte odieux n'est pas un acte isolé. Pour dénoncer l'assassinat du président fédéral de son parti en vol à Luisa, Esanga n'est pas allé par le dos de la cuillère pour fustiger cet acte crapuleux de la part du pouvoir de l'Union sacrée, note le journal. Le tri-hebdomadaire Congo Nouveau est lui aussi sans concession avec le nouveau ministre des Sports. Le tabloïd a mis à la une Fachi Cop, Kabulo a menti. Et le confrère de poursuivre, le 17 avril, le ministre des Sports François Kabulo Mwana Kabulo avait signifié que Fachi Cop sera organisé et financé totalement par la Fédération internationale de football association FIFA. Mensonge, s'exclame le journal, à en croire Véron Mosengo. Le secrétaire général de la CAF ignore totalement l'existence de cette compétition dénommée Fachi Cup. C'est tout pour cette revue de presse. C'est la fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, le rappel de différents titres. Le gouvernement a clôturé le séminaire de renforcement de capacité. Après 2 jours de travaux, les membres de l'exécutif s'inscrivent dans une dynamique de gestion axée sur le résultat. Et puis à la une, vous l'avez suivi, une nouvelle découverte macabre au Nord Kivu. Au moins 60 corps ont été découverts dans le Rutshuru et les rebelles du 1-23 sont pointés du doigt dans ces nouvelles exactions. Et puis à l'international, le FMI approuve le décaissement de 153 millions de dollars américains en faveur de la Tanzanie. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision.